Okay. Bonjour à tous, écoutez, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'informatique quantique. Donc on a pas mal parlé d'intelligence artificielle ce matin, et là maintenant on va vous parler de ce qui arrive peut-être à horizon 5 ou 10 ans et qui pourrait prendre la suite. Donc on représente Alice et Bob, mais nous ne sommes pas Alice et Bob. Donc nous sommes, voilà, je suis Laurent et je suis accompagné aujourd'hui par Myriam. Et donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu, déjà de faire un petit peu d'historique, de vous rappeler comment est-ce qu'on a pu arriver jusqu'à là où on est aujourd'hui et quelles sont les premières perspectives qu'on peut attendre pour la suite. Et ensuite ça s'enchaînerait bien avec la présentation Quantum 2042 qui arrivera juste derrière. Donc pour commencer par un petit peu d'histoire, on va revenir en 1981, donc début des années 80, où les physiciens commençaient à se rendre compte que simuler des problèmes de mécanique quantique, c'est compliqué. Ça croît de manière exponentielle avec la taille des systèmes qu'on a envie de simuler. Et du coup, Richard Feynman, donc célèbre physicien américain, nous disait que si on veut faire une simulation de la nature, comme la nature fonctionne de manière quantique, il faudrait que cette simulation elle-même fonctionne de manière quantique. Et donc là, les physiciens commençaient à poser les bases théoriques de ce que pourrait être un ordinateur qui calcule de manière quantique. Ça restait encore une idée assez théorique à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'en 1984, Peter Shor découvre un algorithme dont vous avez probablement entendu parler des conséquences, puisque cet algorithme-là, il est capable de trouver les facteurs premiers d'un nombre. Et donc vous savez que ça, c'est le concept derrière la cryptographie à clé publique de l'algorithme RSA, par exemple. Et donc concrètement, quelqu'un qui est capable de faire tourner l'algorithme de Shor est capable de casser les codes cryptographiques qui sont en utilisation aujourd'hui pour sécuriser les transactions, les communications sur Internet. Et surtout, ça serait capable en théorie de casser des clés qui aujourd'hui sont considérées comme étant complètement inviolables. L'algorithme de Shor, il a changé les choses parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas juste quelque chose, l'informatique quantique, c'était pas juste pour des physiciens théoriques, mais que ça pouvait aussi avoir des applications dans d'autres domaines et potentiellement même encore plus. Donc ça a démarré un intérêt pour construire effectivement du matériel qui est capable d'implémenter ces concepts théoriques. Et donc en 1999, les premiers qubits sont produits. Donc ici, c'était des circuits supraconducteurs. Évidemment, on était loin de la qualité qu'on arrive à faire aujourd'hui et encore plus loin de la qualité dont on a besoin pour faire un ordinateur utile, mais c'était le début qui montrait qu'il était possible d'implémenter physiquement un ordinateur qui fonctionne selon les concepts de la mécanique quantique. Après une quinzaine d'années de développement, les entreprises privées ont commencé elles aussi à s'intéresser à la question. Et donc IBM, même qui s'y intéressait depuis le début des années 2010, en 2016 met à disposition ses premiers ordinateurs sur le cloud. Et donc ça a énormément aidé à la démocratisation, on va dire, de l'informatique quantique, puisque tout d'un coup, n'importe qui pouvait se mettre à jouer avec un ordinateur quantique et essayer de faire tourner des programmes quantiques sur une véritable machine. Et toujours pour rester donc dans les grosses entreprises de tech, Google en 2019 a fait la première revendication de suprématie quantique, donc la première revendication d'un problème qui aurait été résolu plus rapidement sur un ordinateur quantique que sur des ordinateurs classiques. Mais que cette démonstration, comme celles qui ont suivi jusqu'ici, ont pu être reproduites de manière classique. Donc on n'est pas encore à un point où on est sur un ordinateur qui est plus puissant, qui est capable de faire des choses qu'un ordinateur classique ne saurait pas faire, mais on commence à s'en approcher, on commence à avoir des tentatives, on a régulièrement des gens qui annoncent des choses qu'ils ont réussi à faire. Et donc voilà, vous voyez qu'en une quarantaine d'années, on a quand même beaucoup progressé dans le domaine. Et donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Myriam va vous raconter ça. Donc bonjour à tous, donc moi je vais vous parler plutôt côté application, parce que mon équipe, ce box, elle s'occupe d'identifier les applications avec les industriels et du coup ça nous aide à identifier quelles vont être les spécifications de notre ordinateur quantique pour qu'il soit vraiment utile. Donc principalement c'est différents secteurs qui vont être touchés. On a à peu près compté à plus de 100 problèmes complexes. On parle de problèmes complexes parce qu'il faut que ça soit un problème NP-hard. C'est souvent ceux qui tournent sur des supercalculateurs qui pourront être éventuellement utilisés sur un ordinateur quantique. On appelle ça les problèmes intractables.
Et donc on voit une première catégorie, c'est tout ce qui est le domaine médical, pharmaceutique, avec tout ce qui est prédiction de l'efficacité des médicaments. On regarde aussi les effets secondaires entre les médicaments qui sont créés, les différentes molécules. Donc tout ce qui est simulation moléculaire. Il y a de la simulation aussi donc, dans l'aérospatial et donc dans l'automobile aussi. Donc on a notamment travaillé avec un acteur dans l'automobile sur ce sujet-là. L'idée, c'est d'améliorer la performance des véhicules, l'aérodynamisme. Voilà, c'est si on peut diminuer le temps de test dans les tunnels, les wind tunnels, un tunnel de vent soufflerie. Et après, un des acteurs qu'on pense, enfin des secteurs qui seraient en termes d'application le plus rapide, ça serait la finance, avec des optimisations de portfolio, tout ce qui est optimisation, enfin modélisation du credit score aux États-Unis. Donc voilà, et après on a aussi travaillé avec un acteur de l'énergie, donc il y a tout ce qui est création de nouveaux carburants, conception de nouveaux matériaux. On parlait de simulation de matériaux pour par exemple les panneaux solaires, prédiction de la production d'une source d'énergie pour pouvoir prédire les prix auxquels l'énergie va être vendue. Et donc pareil, une grosse catégorie sur les matériaux, parce qu'il y a pas mal d'industriels qui vendent des matériaux à différentes industries. Et puis une partie sur la logistique, parce que ça touche aussi beaucoup de secteurs. Et puis là, on voit un peu une estimation en fait de 850 milliards qui a été estimée par des cabinets de conseil type McKinsey, BCG, qui sera peut-être confirmée dans les années à venir quand on aura les applications qui tourneront sur des ordinateurs quantiques. Et puis après, il y a eu des petites estimations par secteur, mais pareil, c'est un peu prospectif. On verra ce que ça donnera. Du coup, côté écosystème et milieu, si on regarde, il y a eu beaucoup d'investissements privés à la suite de 2021. On voit un peu, du coup, c'était un peu la période Covid où il y avait beaucoup d'argent à investir. Et puis, il y a eu aussi cette montée de start-up quantiques, notamment en France. Il y en a à peu près 7, on verra ensuite par la suite. Et donc, voilà, il y a 2/3 des investissements qui ont été faits au cours des 3 dernières années. On voit une petite descente en 2023, mais c'est normal parce qu'il y a aussi le GenAI qui prend une bonne partie des investissements. Et donc, voilà. Aussi côté investissement public, donc on sait que le quantique c'est très important aussi pour le gouvernement, donc des différentes nations, comme tu as pu dire Laurent avec la cybersécurité, les gouvernements sortent des plans nationaux quantiques qui permettent de se procurer des machines quantiques à l'horizon 2030-2040, dépendant des technologies et de l'avancement et de la maturité technologique. Et donc là, on voit en fait que l'Europe elle a beaucoup investi ces derniers temps, avec notamment en France un plan de 1 milliard d'euros sur 5 ans, avec notamment l'investissement dans l'éducation, les subventions. C'est aussi ce qui aide beaucoup ces startups deep tech en fait à avancer. Et puis on voit aussi en fait c'est les États-Unis qui lead un peu la partie investissement. Il y a beaucoup d'investissements de différentes agences de l'armée par exemple ou du département de l'énergie qui investissent sur plusieurs aspects, notamment la recherche de cas d'usage, mais aussi directement dans les startups qui sont présentes dans le pays. Au niveau de la répartition de cet investissement, donc on voit que le matériel, c'est ce qui remporte la plus grosse partie du butin, on pourrait dire, avec donc 76%. Ensuite, on a tout ce qui est fabricant de composants, parce qu'il faut savoir qu'un ordinateur quantique, nous, chez Alice et Bob, on crée une puce qui est un processeur, ce qui va être le cerveau de l'ordinateur quantique. Mais il y a tout plein de composants à côté qu'on aura besoin. Donc, il y a plein de startups aussi qui se développent pour pouvoir fournir ce qu'on appelle les technologies habilitantes. Donc, on a besoin d'électronique de contrôle, on a besoin de frigo, dépendant de la technologie, de câblage. Par exemple, nous, on travaille avec Air Liquide. Donc voilà. Après, il y a tout ce qui est logiciel, donc c'est ce qui va être aussi l'interface avec les industriels. Enfin, c'est peut-être là aussi où ils vont interagir avec le quantique. Donc il y a cette partie de l'écosystème qui se développe avec plusieurs startups dans le domaine. Et puis après, il y a différents acteurs aussi qui se positionnent à la fois sur une approche full stack où ils font à la fois le hardware et à la fois le logiciel pour pouvoir fournir une solution clé en main avec un industriel. Puis il y a la petite partie aussi service pour le conseil et la prise en main du quantique, parce qu'on imagine aussi une rupture technologique, une montée en compétences qui va être assez importante pour les industriels. Donc le besoin de s'acculturer cette nouvelle technologie qui paraît assez complexe.
Donc on parlait un peu des différentes entreprises. Donc nous on se situe, donc vous voyez le logo du chat, Alice et Bob à gauche. D'ailleurs j'ai des stickers si ça vous intéresse après. Donc on est dans la technologie supraconductrice, supraconducteur pardon, avec aux côtés de grands noms, donc Google, Amazon, enfin AWS, IBM ont aussi choisi cette voie. C'est celle qui remporte le plus d'investissements au niveau de la part sur différentes technologies. Côté français, du coup, il y a une start-up à peu près par type de technologie, donc notamment Candela dans la photonique, Pascal dans les atomes neutres. C'est des start-up qui sont en région d'Île-de-France. En ion piégé, je suis plus sûre. Pardon. Dans cette catégorie-là, je ne suis pas sûre si on a une start-up. Non, on a Alice et Bob en supraconducteur, Candela en photonique, Pascal en atome neutre et C12 et Kobli qui travaillent sur des technologies différentes, sur des nanotubes de carbone et sur des semi-conducteurs. Voilà. Et après, on voit aussi les Américains, ils ont une grosse partie avec Psyquantum en Californie, IonQ et Microsoft. Voilà. Donc du coup, au niveau de ces fabricants de hardware, il y a beaucoup d'industriels qui se sont intéressés les 5 dernières années au niveau international, je ne parle pas que de la France, sur différents secteurs. Comme je l'ai montré avec les différents use cases, il y a beaucoup d'industriels qui commencent à investir, pas forcément des sum funds, mais qui recrutent des chercheurs pour aller faire des papiers, comprendre la technologie quantique et voir c'est quoi le potentiel en fait, qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Donc on voit notamment Roche dans la pharmaceutique. Côté écosystème français, il y a quand même aussi EDF, Thales, Airbus qui sont quand même assez impliqués, Crédit Agricole aussi. Et l'idée, c'est qu'ils font même aussi partie de consortium. Il y a aussi, on fait aussi partie du CEA Quantique avec Timothée qui va faire la présentation juste après. L'idée, c'est de discuter en fait toutes les annonces publiques qui ont été faites pour pouvoir les démystifier et savoir ce qui est vrai vraiment des annonces et de comprendre un peu ce qui se passe. Au niveau de la cryptographie, donc il y a un vrai besoin qu'on voit. Même Apple a sorti une nouvelle cryptographie qui s'appelle PQ3 qui est incluse dans iMessage. Et du coup, si normalement vous avez fait la mise à jour de votre iPhone, elle est aussi inclue. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité en cryptographie. On voit sur WhatsApp, il y a déjà les échanges qui sont cryptés de bout en bout, mais là, l'idée, c'est de se protéger aux différentes attaques quantiques qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Parce qu'il y a une stratégie qui dit on va voler les données, par exemple, des transactions bancaires, on va essayer de les décoder plus tard. Enfin, voilà. Donc, c'est hack now and decrypt later. L'idée, c'est vraiment de se protéger pour le futur, au niveau des futures attaques. Effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que les entreprises se préparent dès maintenant à l'arrivée d'ordinateurs qui seront là peut-être que dans une dizaine d'années, mais à cause justement de ce genre d'attaque, eh ben, peut-être que il faut se préparer dès maintenant parce que sinon ce sera trop tard si on attend que les ordinateurs soient effectivement disponibles. Ceci dit, pour arriver à des ordinateurs qui vont être concrètement utiles, il y avait beaucoup d'espoir qui était placé dans ce qu'on appelait l'ère du NISQ. Donc NISQ, ça veut dire Noisy Intermediate Scale Quantum. C'est la manière dont on désigne les ordinateurs quantiques qui sont disponibles actuellement, qui font encore beaucoup d'erreurs de calcul. Et donc on espérait qu'avec ce genre d'ordinateur-là, on serait capable d'arriver à résoudre au moins certains cas pratiques. Malheureusement, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas, et c'est pas juste nous qui le disons, c'est John Preskill, qui est un des physiciens les plus en vue du domaine, qui est même d'ailleurs l'inventeur du terme NISQ, et qui donc à la conférence Q2B en fin d'année dernière nous expliquait que maintenant il est temps de regarder vers la prochaine étape, qui est la correction des erreurs quantiques, qui est le plus gros problème aujourd'hui que les ordinateurs rencontrent et qui empêche d'atteindre la valeur qu'on souhaite. On le voit d'ailleurs justement quand on regarde des méta-analyses de tous les cas d'utilisation qui sont étudiés par les entreprises que Myriam vous montrait précédemment. Vous voyez que des solutions qui sont en déploiement, ça pèse pas très lourd dans le graphe que vous avez ici. La plupart des démonstrations vont être soit des preuves de principe où on montre qu'on est capable sur une toute petite instance d'un problème d'arriver à obtenir une solution, ou alors des études théoriques qui montrent que dans le futur il pourrait y avoir un potentiel. Mais donc aujourd'hui, des ordinateurs qui vont avoir une utilité concrète industrielle, ce n'est pas encore une réalité.
Et on va essayer de vous donner une intuition de pourquoi est-ce que c'est le cas. Et en fait, pour ça, il faut regarder un petit peu les spécifications des machines qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc là, ici, vous avez deux axes. Vous avez un axe qui est le taux d'erreur de la machine et un autre axe qui est le nombre de qubits, le qubit étant l'unité de base de l'ordinateur quantique. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même les meilleurs ordinateurs disponibles actuellement, ils sont à des taux d'erreur de l'ordre de 1 pour 1000. Mais 1 pour 1000, si vous y réfléchissez, sur un ordinateur classique, vous allez initialiser une variable et puis vous avez une chance sur 1000 de ne pas lire ce que vous aviez mis dedans. C'est absolument inacceptable, hein, on est d'accord. On a besoin d'une fidélité qui est beaucoup plus importante que ça. Et en termes de nombre de qubits, il y a déjà des démonstrations qui sont allées jusqu'à quelques milliers de qubits, ce qui devrait être bien en théorie, mais en pratique, avec les taux d'erreur qu'on a, on n'est pas exploitable. Et si on dézoome un petit peu justement pour se rendre compte de où est-ce qu'on aurait besoin d'être, là le graphe que vous aviez précédemment, voilà, c'est la zone qui est là. Et donc nous on aurait besoin d'être plutôt des taux d'erreur qui sont aux alentours de 10-9, donc une erreur tous les milliards de calculs à peu près. Et vous voyez qu'aujourd'hui on en est encore très loin et qu'avec la progression qui a eu lieu dans les 25 dernières années, si on essaie d'extrapoler ces zones où on a l'avantage, on ne va pas y arriver de sitôt. Et pour RSA 2048, c'est encore pire, on est à 10-15. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour arriver quand même à faire des ordinateurs utiles dans un temps qu'on a une chance de voir de notre vivant? Il y a une solution qui a été identifiée, qui pour l'instant d'ailleurs est la seule qu'on connaît, qui est le fait de faire de la correction d'erreurs et donc de créer ce qu'on appelle des qubits logiques. Donc, j'ai essayé de vous expliquer très simplement le principe en utilisant un exemple classique. Quand il faut faire la même chose en quantique, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vous épargnerai les détails pour cette fois-ci. Si ça vous intéresse, vous venez, on en parle après, il n'y a pas de souci. Donc l'idée de faire un bit logique, c'est de dupliquer en fait l'information. Vous avez ici un 0, une information qui est un 0 que vous souhaitez conserver. Vous ne voulez pas que ça devienne un 1 si vous ne lui avez pas demandé de devenir un 1. Et donc vous allez répéter cette information dans plusieurs bits. Et vous allez donc créer un bit logique, ici la version la plus simple, avec 3 répétitions. Et donc ça vous permet de voir si jamais il y a une erreur qui s'est produite, puisque du coup, vous allez avoir un bit qui va être différent des autres. Normalement, vous devriez avoir juste 0, 0, 0 ou 1, 1, 1. Vous ne devriez pas avoir d'autres états. Et donc là, comme ça, vous avez pu détecter qu'il y a une erreur. Vous pouvez la corriger et vous revenez à un bit qui est dans un état correct. Et donc, en fait, ce que vous faites en faisant ce mécanisme-là, c'est que vous allez augmenter la qualité en acceptant d'augmenter la quantité. Donc vous voyez, vous allez utiliser plusieurs bits physiques pour encoder votre information. Et donc vous acceptez de gaspiller, entre guillemets, certains qubits pour augmenter la fiabilité de votre système. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut transformer le problème de fiabilité qu'on a là en juste un problème de quantité. On va juste essayer d'avoir plus de qubits et on va utiliser ça pour faire de la correction d'erreurs. Et donc comme ça, par exemple, Google nous montre qu'ils sont capables de transformer le problème de l'algorithme de Shor, là, qui nécessite des taux à 10-15. Ils sont capables, si on donne un ordinateur qui a 10-3 en termes de taux d'erreur, donc le meilleur à peu près qu'on est capable de faire aujourd'hui, ils disent, voilà, vous nous donnez 20 millions de qubits et nous, on est capable de vous casser RSA. Donc c'est intéressant sur le papier. Maintenant, 20 millions de qubits, vous voyez, aujourd'hui, on en a fait 1 millier à peu près. Hein. Donc il y a encore un peu de boulot avant d'arriver à ça. Et donc la question, c'est forcément comment est-ce qu'on va faire pour arriver à faire ce genre de promesses, mais avec des nombres de qubits qui sont un petit peu plus gérables. Et donc c'est là qu'intervient l'approche d'Alice et Bob, qui utilise un type particulier de qubit qu'on appelle le qubit de chat. Et le qubit de chat, il a le grand avantage d'être protégé contre un des deux types d'erreurs qu'on a dans les ordinateurs quantiques. Et ça va grandement faciliter l'implémentation de la correction d'erreurs, puisque quand on est obligé de corriger les erreurs sur 2 dimensions, on est obligé en fait de faire une espèce de grille de qubits, comme vous voyez là. On est obligé de répéter l'information dans 2 dimensions. Et donc ça va faire que si vous voulez répéter l'information une trentaine de fois, vous allez avoir besoin d'un millier de qubits. Donc vous voyez, ça fait un gros facteur entre le nombre de qubits physiques dont vous avez besoin et le nombre de qubits logiques que vous allez obtenir au final. Alors qu'avec des qubits de chat, comme vous n'avez qu'une seule des 2 dimensions à corriger, vous pouvez gagner un facteur qui peut aller jusqu'à 200 avec les derniers papiers théoriques qu'on a pu publier. Et donc, ça nous permet de ramener à peu près 100 000 qubits pour casser RSA 2048. Ça reste beaucoup, mais c'est déjà plus atteignable par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui. Et surtout, le plus intéressant, c'est que la zone de l'avantage quantique commence à se rapprocher de ce qui a été réalisé expérimentalement aujourd'hui. Et vous voyez donc que les premiers ordinateurs qui pourraient avoir un avantage, il est dans des specs qui ont déjà été atteintes sur d'autres types de technologies. Et donc ça nous fait penser qu'on n'est plus dans le domaine du rêve théorique, mais dans le domaine de quelque chose qui pourrait être vraiment accompli. Et donc le fait de commencer à rentrer dans cette zone où on a un avantage sur notre roadmap, c'est quelque chose qui arrive dans à peu près 5 ans.
Et je vais laisser la main à Myriam pour conclure sur Alice et Bob. Donc, du coup, le qubit de chasse a été créé par Raphaël Lescane et Théo Perronin, qui sont nos 2 cofondateurs. Donc, pendant leur thèse, ils ont abouti à cette conclusion qu'ils pouvaient potentiellement faire un ordinateur quantique à partir de cette technologie. Donc, on est 96 employés. On a un peu plus grossi. Ça fait 3 ans qu'on est bientôt 4 qu'on a été créé. On a levé 30 millions d'euros en fonds d'investissement et on est aussi acteur du programme Proxima. Programme Proxima, c'est un appel d'offres de la DGA pour acheter les ordinateurs quantiques à l'horizon 2030-2040. Donc ça aussi, ça participe au financement de Alice et Bob pour sa R&D. Du coup, voilà. Et donc voilà, on vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur Internet, prendre des stickers, venir parler avec nous, poser des questions pour la suite. Eh bien, on vous remercie de votre attention.